L'acousticien utilise une approche scientifique pour calculer, pour mesurer les sons et tous les phénomènes acoustiques. C'est donc un physicien au départ. Une fois qu'il a calculé, il peut prévoir ce qui va se passer dans le futur, dans un nouveau bâtiment ou à l'extérieur. Mais une fois qu'il a fait ce calcul-là, il doit l'interpréter, et cette interprétation-là se fait sur des bases humaines. Ce sont les gens qui écoutent, donc il y a de la psychologie, de la physiologie, de la culture, de la politique. C'est la synthèse de tous ces phénomènes-là qui va l'aider à interpréter les résultats. Quand j'ai fait ma thèse, c'était sur le masquage sonore. Donc c'est-à-dire quand tu as deux sons en présence, il y en a un qui peut ne pas du tout entendu à cause de la présence de l'autre. Là par exemple, je suis obligée de forcer sur ma voix parce qu'il y a un bruit de fond. Donc ma voix est moins audible. C'est le cas par exemple dans la musique, quand on écoute de la musique dans les transports en commun par exemple. C'est aussi ce qui est à la base du codage MP3. On ne code pas toute la musique et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir plein de musique sur nos iPhones parce que justement on ne met pas toute l'information. Outre la qualité, outre la perception des sons, c'est comment on design, comment on conçoit le son dès le départ. Donc quelque chose que j'ai voulu pousser, c'est le design sonore. Donc le design sonore, ça a été beaucoup porté par le monde de l'automobile. Je sais pas, le premier exemple qui vient, c'est souvent le claquement de portière. Le claquement de portière entre une 2 chevaux ou une Ferrari, c'est pas le même. Et du coup, ça a une influence sur l'idée qu'on se fait de la voiture, sur les matériaux qu'on utilise, la robustesse, etc. On peut modeler, sculpter l'environnement sonore, faire avec, l'intégrer dans un environnement, dans un paysage. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on tende plus vers la valorisation de nos métiers. L'aspect physiologique, il est à peu près identique pour tout le monde. Mais le plus important, c'est justement ce qu'on appelle déjà le traitement cognitif. Le traitement cognitif, c'est déjà un traitement avec de multiples variables, de multiples facteurs, où on va trouver le vécu, les attentes, les motivations de l'être humain. Qui fait quoi? Eh bien, un même son, mais ça peut être autre chose, une même odeur, une même lumière ne va pas du tout être vécue, ressentie de la même manière en fonction justement de toutes ces variables. Et nous, notre problématique, c'est que quand on conçoit un espace, on va l'isoler de l'espace d'à côté, on va le traiter par rapport aux gens qui sont dans le même, aux sources de bruit qui sont à l'intérieur de l'espace. Et ça, on va le traiter une fois pour toutes. L'acousticien, il ne fait pas quelque chose de manière générale pour tous les êtres humains de la Terre, dans tous les moments de la journée. C'est de toute façon quand même ciblé sur une... C'est adapté à un contexte, à une situation. Donc à ce moment-là, il faut étudier, je ne sais pas, si on travaille sur un open space et qu'on a besoin de travailler sur des facteurs de travail en open space, on va quand même tenir compte justement des motivations, des besoins de la personne dans la conduite de travail. Alors que si c'est une salle de concert, c'est autre chose. Si on est dans un hôpital, c'est encore un autre contexte. Si on est dans une crèche avec des enfants, c'est un autre contexte. Si on est en habitat, c'est un autre contexte. En psychologie du marketing, en psychologie du consommateur, on le sait très bien, où on a besoin d'avoir des ambiances sonores liées au comportement d'achat et on va les modifier en fonction de l'heure de la journée. Parce que quand on fait ses courses à 10h du matin ou à 8h du soir, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. On peut quand même s'adapter avec des finesses en fonction du contexte et des situations pour être le plus adapté possible. Aujourd'hui, comme la réglementation évolue, maintenant tous les territoires on doit faire des cartes de bruit avec le PPBE, le plan de protection de bruit sur l'environnement. Il pèse le pour et le contre de l'intérêt de la commune par rapport à son cadre hyper verdoyant. Vous avez le centre aéré, le centre de loisirs, il est dans un parc municipal de 6,5 hectares, vous avez des arbres qui ont plus de 300 ans. Bah ça n'a pas de prix. C'est-à-dire même si vous avez un avion qui passe toutes les 3 minutes, le gamin, il a 6 hectares pour courir, il n'est pas entre deux plots de béton. Donc après, l'environnement et le cadre de vie, c'est un ensemble. Il faut que le niveau de bruit soit acceptable. Voilà. Et donc pour qu'il soit acceptable, il faut que, on va dire, la source de bruit soit étalée dans le temps. Si c'est vraiment un bruit ininterrompu, à un moment donné, c'est plus vivable. Là aujourd'hui, Orly, c'est à peu près, alors suivant les périodes, c'est entre 250 et 350 avions par jour, c'est déjà énorme, suivant les périodes.
on sait bien que l'été, c'est fatigant. Et on aimerait bien justement qu'on ait une diminution des avions et pas une augmentation. Parce que la réglementation, elle est en train de réfléchir sur le fait que, comme les avions font de plus en plus de progrès et que les niveaux de bruit diminuent, ça permet de se dédouaner, de se dire, pour garantir, puisque le bruit va diminuer, à niveau de bruit équivalent, on peut en faire passer plus. Et alors là, je dis non.